Bonjour. Donc, pour donner suite au concept de l'utilité, nous allons commencer dans cette vidéo l'approche cardinale de l'utilité. Qu'est-ce que c'est que la cardinalité? C'est tout simplement une approche qui suppose que l'utilité ou la satisfaction est mesurable et additive. Mesurable, ça veut dire on peut lui faire correspondre des nombres cardinaux. Et les additives, ça veut dire que si je prends deux biens X et Y, la satisfaction totale que je tire de la consommation des deux biens, ça serait l'utilité de X plus l'utilité totale de Y. Bon, pour la comprendre, comme d'habitude, nous devons distinguer toujours le cas discret du cas continu. Alors, on va commencer par le cas discret et pour l'aborder, nous prenons un exemple chiffré. Prenons le cas d'un consommateur qui déclare, déjà c'est là la cardinalité, quand on consomme un bien, on dit « j'ai tiré tant de satisfaction ». Donc, on en donne un nombre, on la caractérise donc en nombre cardinal. Bon, ce consommateur, supposons un consommateur qui a consommé les quantités d'un bien X, ces quantités varient de 1 jusqu'à 10, et il nous déclare que ce qu'il tire comme satisfaction, c'est 10. Ne me demandez pas dit quoi, on dit des étudiants, mais ce sont des mesures donc, que les néoclassiques ont développées pour parler de cette approche cardinale. Ce consommateur déclare avoir tiré 10 de la consommation de la première unité, 18 de la seconde, et ainsi de suite jusqu'à la 6e unité, où son utilité totale ou satisfaction atteint 31. Elle reste stagnante au niveau de la 7e unité, toujours 31, puis il décroît jusqu'à atteindre 24 pour la 10e unité. Alors, les trois évolutions dont je viens de vous parler, on peut les reprendre à travers plus de précision ici. De la première unité du bien consommé X jusqu'à la 6e unité, l'indice d'utilité a augmenté de 10 à 31, donc il a augmenté tout en restant positif. Bien sûr, de la 6e à la 7e unité, la satisfaction stagne et ne change pas, même si on a pris une unité supplémentaire du bien X, on est resté à 31, donc au niveau de l'utilité, mais au-delà de la 7e unité consommée du bien, l'utilité totale décroît. C'est vrai qu'elle est toujours positive, mais elle décroît de 30 à 24. Donc, pour le calcul des utilités marginales en fonction de ceci, donc on essaye dans le cas discret comment varie l'utilité marginale en fonction de l'utilité totale. Bon, l'utilité marginale, comme nous l'avons dit, puisque nous sommes dans un cas discret, ce serait la variation de l'utilité totale rapportée à la variation unitaire de la quantité consommée. Et si bien sûr la quantité consommée varie d'une unité, donc elle va de 1, 2 jusqu'à 10, bon, la première utilité marginale, ça serait 18 moins 10 rapporté à 2 moins 1 qui est rien d'autre. Donc la première c'est 10, pardon, moins 0 rapporté à 1 moins 0 qui est 10. La seconde c'est 18 moins 10 sur 2 moins 1, c'est donc 18 et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on atteigne, bon, 18 pour l'utilité totale, pardon, c'est 8 pour l'utilité marginale. Vous voyez là que l'utilité marginale a été de 10 au début, diminue à 8 puis 6 jusqu'à la 6e unité où il devient 1. Mais au niveau de la 7e unité, même si on a augmenté la quantité du bien consommé, l'utilité décroît. L'utilité marginale qui était supérieure à 0, qui était de 1 pour la 6e unité, devient 0 pour la 7e unité. Au-delà de la 7e unité, nous constatons que l'utilité marginale décroît toujours, mais attention, elle décroît tout en devenant négative. Alors, nous avons trois évolutions. Nous avons donc à la fois de l'utilité totale et de l'utilité marginale. Au moment où l'utilité totale croît, tout en restant bien sûr positive, l'utilité marginale décroît et reste positive. De la première unité jusqu'à la 6e unité, nous avons l'utilité totale passe de 10 à 31 et l'utilité marginale décroît de 10 à 1. Au niveau où l'utilité totale stagne, l'utilité marginale s'annule. Et c'est simple, donc là, quand l'utilité marginale est égale à 0, l'utilité totale atteint son maximum. Et au-delà, nous avons l'utilité totale décroît, elle est toujours positive bien entendu, mais l'utilité marginale devient négative. Donc là, il y a trois niveaux, comme nous venons de le dire. Donc il y a une utilité marginale nettement positive de 10 à 1. Elle est nulle pour la 7e unité
et il devient négatif au-delà de la 7e unité. Ça nous rappelle tout simplement ce qu'on appelle donc, ce que Gaussen a appelé donc l'utilité ou la décroissance de l'utilité marginale. Il dit que l'intensité d'un plaisir qui se prolonge finit par s'éteindre au point de satiété. Au-delà de ce point, le plaisir se transforme en peine. Nous avons consommé, notre utilité augmente, un certain niveau, elle atteint son maximum, et au-delà, si on continue à consommer, ce qui était le plaisir devient une peine. Donc, la somme des utilités marginales est égale à l'utilité totale. Ça nous rappelle le second principe de la cardinalité. Nous avons vu faire correspondre à la consommation des nombres cardinaux. Et là, l'additivité, on dit que l'utilité totale n'est rien d'autre que la somme des utilités marginales. On peut prendre, donc ça c'est la formule générale, sommation, donc l'utilité totale pour x est égal à n, ça serait, bon, excusez-moi, pour le x est égal à n, ça serait la sommation des xi, des utilités marginales xi avec i variant de 1 jusqu'à n. Pour illustration, on peut prendre pour le tableau précédent, donc le calcul de l'utilité totale au niveau de la 5e unité, ça serait la sommation des utilités marginales de x avec x variant de 1 jusqu'à 5, ce qui nous donne 10 plus 8 plus 6 plus 4 plus 2 qui correspond à la 5e unité, alors soit 30. Si on revient au tableau, on va voir que la sommation des utilités marginales est égale à l'utilité totale qui correspond à la 5e unité du bien, à savoir 30. Voilà pour donc le cas de l'approche, le cas discret de l'approche cardinale. Pour le cas continu, nous avons dit qu'il correspond à un bien parfaitement divisible. Donc la divisibilité des biens correspond à la continuité de la fonction d'utilité. Ce qui veut dire, continuité veut dire que la variation devient infiniment petite, c'est ce que nous avons caractérisé ici mathématiquement par la variation de la quantité qui tend vers 0. Nous avons dit que l'utilité marginale, c'est la dérivée première de l'utilité totale, et ceci, nous pouvons le présenter ou l'approcher à travers deux courbes. Vous avez dans la première courbe là, nous avons la courbe d'utilité totale, elle est croissante, elle stagne quand elle atteint son maximum, elle décroît et elle est toujours positive en fonction de la quantité consommée du bien X. L'utilité marginale, elle décroît jusqu'à ce qu'elle intersecte l'axe des X, donc où il devient négatif. Et vous constatez là que quand l'utilité marginale devient nulle, ça veut dire que l'utilité totale a atteint son maximum. Mais au-delà, quand l'utilité totale décroît, l'utilité marginale devient négative. J'essaie d'assembler ces deux schémas ou ces deux courbes sur un même repère, pas obligatoirement orthonormé, pour pouvoir parler toujours de ce que nous avons constaté, les 3 étapes de l'évolution de l'utilité totale et de l'utilité marginale, mais cette fois-ci dans le cas de variation continue et pas discret. Vous le constatez là, nous avons un point I. Le point I correspond à un point d'inflexion de la courbe d'utilité totale. Vous avez le point S, ça fait référence à la satiété, c'est-à-dire c'est le maximum de l'utilité totale. Et au-delà, vous avez la décroissance de la courbe de l'utilité totale. Donc, quand l'utilité totale atteint son maximum, c'est-à-dire le point S, qui est la satiété, l'utilité marginale devient nulle. Et comme ça, nous distinguons les 3 étapes. Vous avez une étape où vous avez l'utilité totale qui est croissante, elle stagne, elle décroît. Vous avez une étape où l'utilité marginale est décroissante tout en restant positive, elle s'annule et puis elle devient négative. Et ce qui nous intéresse à la suite des néoclassiques, c'est ce qui est délimité par le point I et le point S, ou tout simplement, si on veut parler le langage mathématique, c'est le domaine de définition de la fonction d'utilité. Donc, c'est là où on va analyser la recherche de l'équilibre du consommateur. Alors, pour chercher l'équilibre du consommateur sous l'approche cardinale, nous devons présenter ce qu'on appelle les lois de Gaussen, et ça serait là l'objet de la vidéo qui va suivre. On va présenter des cas chiffrés et la recherche de l'équilibre du consommateur. Rappelez-vous ça, nous l'avons dit au niveau de la vidéo introductive, la première même, notre consommateur cherche le maximum d'effets avec le minimum de peine. Je vous remercie, à la vidéo prochaine.